Alors, on va attaquer la première table ronde de cette matinée consacrée au design à Webin Lorient. Ils se sont déjà assis, mais je vais quand même faire les présentations rapidement. À ma droite, immédiatement, Marie Ferronnière, qui est chargée de mission au pôle images et réseaux, et qui va nous expliquer un petit peu le concept de designer en résidence qui a donné naissance à l'aventure qui se poursuit aujourd'hui entre les gens que vous allez voir après. Juste à côté d'elle, Angelo Ciaccio, je prononce bien? Je me suis exercé toute là. Ciaccio. Prenez les micros qui sont devant vous. À votre droite, Angelo, je vais vous appeler par votre prénom, ça va être moins risqué pour moi. Jean-Christophe Morgère, qui est le créateur et le fondateur de Marna. Bonjour Jean-Christophe, prenez un micro aussi. Et juste à côté de lui, Daniel Henry, qui est consultant en design d'expérience chez Ergo Conception. Voilà, en fait, pour parler un petit peu du design comme accoucheur de projet, on va réfléchir en gros à l'apport du design dans l'avancement et la réussite d'un projet. Pour évoquer ce thème-là, on va partir d'un cas concret qui est celui de Marna, justement. Alors je vais aussi essayer de définir. Marna, c'est une jeune start-up qui propose une application mobile d'aide à la navigation maritime en réalité augmentée. Est-ce que j'ai le bon pitch, Jean-Christophe? C'est ça. C'est à peu près ça. Alors juste avant, pour comprendre pourquoi on va parler de vous, je vais demander à Marie Ferronnière de nous expliquer un petit peu comment elle a réussi à produire les bonnes rencontres entre Jean-Christophe et Daniel, et comment elle a participé à l'injection de design dans le projet de Jean-Christophe via ce fameux projet de designer en résidence à Pôle Images et Réseaux. Alors juste pour reprendre la petite histoire, en fait, il y a eu un rapport qui s'appelle « Pour une politique de design » qui a été remis en octobre 2013, qui faisait le constat qu'en France, en fait, on est... Parlez bien près du... Collez-le sous le banc. Pardon. Voilà. Qu'on est en retard sur le champ de l'innovation. On est très bon technologiquement parlant, mais on n'a pas la culture de l'usage. Or, qu'est-ce que c'est que l'innovation? C'est véritablement destiné à être adopté par nous, utilisateurs. Ça doit trouver son usage pour avoir un marché. Sinon, ce n'est pas une innovation. Et de plus, l'expérience qu'on va faire en tant qu'utilisateur va valider ou non cette innovation. C'est un critère de satisfaction. Et alors, vous allez me dire, que vient faire le design dans tout ça? Donc, le design tel qu'il est décrit dans ce rapport pour une politique nationale de design fait le lien en fait, entre la technologie et l'usage. C'est un facteur d'appropriation des technologies et également un inventeur de nouveaux usages, de nouvelles expériences. Et donc, en ce sens, comme l'avait rappelé Arnaud tout à l'heure, c'est un facteur de compétitivité pour les entreprises. Et donc, pour promouvoir la diffusion du design et en accélérer les bénéfices, une des 10 actions clés de ce rapport était de mettre en place un designer en résidence dans des pôles de compétitivité. Alors, donc c'est le type de structure dans lequel je travaille, moi, qui est images et réseaux. Donc ça rassemble sur un même territoire différentes structures, des PME, des grands groupes, des laboratoires de recherche, autour d'une thématique commune. Nous, on est spécialisé sur les nouvelles technologies du numérique. Et donc cette action était aussi destinée à être mise en place dans des regroupements d'entreprises plutôt de petite taille, donc des TPE, PME dans un même secteur d'activité. Et donc l'action a été lancée en 2014. 10 pôles et 3 regroupements d'entreprises ont participé à cette action, dont notre pôle. Et donc Daniel était le designer en résidence dont a bénéficié le pôle images et réseaux. Et qui a accompagné notamment du coup Marna, puisqu'en fait tu avais 2 actions principales, qui étaient une action de sensibilisation au design et aussi un accompagnement design, où 10 PME ont été accompagnées, donc 10 PME du numérique, qui ont été accompagnées après une sélection, après un appel à manifestation d'intérêt, dont le projet Marna. Alors comment, Jean-Christophe, comment vous vous retrouvez dans cette histoire? Vous avez une sensibilité au design ou on est venu vous chercher? Comment ça s'est passé? Alors c'est un pur hasard. J'étais à une technoférence à Rennes pour la réalité augmentée et j'ai rencontré Darren Beach qui est au pôle images et réseaux. Et donc pendant mon discours, j'ai essayé de parler un peu utilisateur, qu'il fallait essayer de mettre dans la boucle l'utilisateur. Et Darren m'a dit, bah, écoute, on a un concours pour avoir un ergodome designer qui est en résidence au pôle images et réseaux. Et ce serait intéressant que tu puisses y participer et donc concourir. Et par chance, mon dossier a été accepté. Et Daniel Henry est venu 2 jours au laboratoire pour faire
une étude et me sensibiliser autour du design. Alors, on rappelle juste votre parcours, hein, c'est que vous venez de la recherche. Vous êtes Oui, au départ. le projet il est issu d'une thèse sur la réalité augmentée, sur des lunettes à réalité augmentée en fait. Une thèse qui a été menée ici à Lorient. Qui a été à Lorient, au laboratoire Labstick, au sein de l'Université de Bretagne Sud. Et donc, suite à cette thèse, donc à la fin de la thèse, j'ai vu Daniel Henry. J'ai pris conscience de l'importance de l'utilisateur, des usages, et j'ai essayé de l'appliquer après dans une phase de maturation avec la Sadways valorisation. Et là, après, j'ai suivi un accompagnement avec la Technopole de Lorient pour la création d'entreprise. Et l'entreprise est créée depuis la semaine dernière. Alors, on est vraiment dans le très très frais. Alors juste avant, pour qu'on comprenne de quoi on parle, on va regarder un petit film. Alors le film, il date de février ou mars de cette année. J'avais reproduit un test utilisateur en essayant de reproduire un peu les principes qu'avait mis en place Daniel Henry sur regarder un peu, observer l'utilisateur dans une navigation. Et donc là, c'est moi qui jouais le rôle du testeur pour la vidéo. Voilà, on va le voir. Donc là, c'est à Saint-Malo, il faisait extrêmement beau, donc c'était très agréable. Là, c'est l'installation du petit téléphone avec la tablette. Donc c'est ce système-là. Dans le principe, c'est revoir un peu la vue d'une cartographie. Les plaisanciers, les nouveaux plaisanciers ont beaucoup de mal à comprendre une carte. Et on a mis en place deux principes. Donc le principe issu de la thèse, c'est la réalité augmentée. Et un principe qui est issu d'une observation de Daniel sur qu'est-ce que va faire l'utilisateur quand il n'utilise pas le téléphone en réalité augmentée. Et donc on a proposé la vue aérienne qui est visible là. Et l'idée, c'est d'effacer une carte et de dire quand c'est rouge, c'est dangereux, et quand c'est noir, on peut y aller. Donc là, c'est un peu une vue de toutes les indications et préconisations que m'avait fait Daniel pour l'application. Et j'ai essayé de les mettre en œuvre et les retester sur une campagne de test à Saint-Malo. Donc on avait à peu près une quinzaine d'utilisateurs qui ont tourné. Là, on est après la couche de design appliquée, quoi. Donc j'ai essayé, donc j'ai travaillé seul depuis la thèse. Donc en bricolant, j'ai essayé de mettre en place les préconisations. Et donc ça a donné cette application-là, et depuis elle a encore évolué un petit peu. Donc là c'est bon, c'est fini. Donc observer l'utilisateur est vraiment très important, parce que j'ai implémenté l'application dans un bureau. Donc j'avais pensé à différents éléments sur la manipulation de l'application. Donc là, il y a un exemple très concret. On a deux modes, le mode aérien et le mode réalité augmentée. Et le plus simple sur un téléphone, c'est de faire le swipe. Donc c'est le mouvement pour changer de page. Comment ? Le plus simple, c'est de faire le... Le swipe, c'est le mouvement avec le doigt pour changer d'interface. D'accord. Et en fait, sur le bateau, j'avais mis la ventouse avec le téléphone, et l'utilisateur, il n'arrivait pas à changer. Non, c'est pas ça. Il y a des éléments sur lesquels on peut cliquer pour avoir des informations. Et lorsque l'utilisateur voulait cliquer sur l'élément pour avoir l'information, en fait, ça produisait un swipe avec les mouvements du bateau. Donc il changeait sans arrêt d'interface plutôt que d'avoir l'information sur l'objet. D'accord. Donc c'est plein de petits défauts de l'application qui ont été mis en avant uniquement sur une observation et sur des tests en réel. D'accord. Daniel Henry, quand vous avez été sollicité, vous arrivez à quel moment dans la gestation de son projet ? Donc c'était il y a 1 an et demi. J'arrive au moment où le proto que vous avez vu en rouge et en noir, l'image virtuelle, elle était très instable, elle fonctionnait que dans le noir, donc on n'a pas pu trop l'évaluer. Et par contre, tu étais en train de choisir entre quel terminal. Donc, est-ce que c'est des lunettes? Est-ce que c'est un iPad? Est-ce que c'est une tablette? Est-ce que c'est un iPhone? On était vraiment à ce moment clé, ce moment charnière. Et vous, en première analyse, vous arrivez déjà à analyser le produit, à dire ce qui ne va pas avec votre culture et votre expertise, ou il faut en passer par l'expérimentation avec des utilisateurs? Alors, je rebondis sur le mot qui avait été au début. Il s'agissait d'une sensibilisation. Une sensibilisation, ça veut dire excessivement court. C'était pour montrer en fait l'intérêt d'inclure les utilisateurs dans la conception de vos produits. Donc, c'est clair qu'en suivant 10 projets différents à l'espace de quelques mois,
sur des sujets complètement différents, allant de gauche à droite. C'est difficile d'avoir un retour pertinent, et puis c'était pas l'intérêt sur un projet tout de suite comme ça là. Tout au contraire, l'intérêt c'est de se dire ah bon, d'accord, comprendre un peu le produit et se dire allons voir ce que ça donne avec des utilisateurs. Et ça m'a nourri beaucoup plus. Ça nous a aidé dans nos réflexions très très vite, plutôt que d'essayer moi à me construire une expérience. D'accord. Et vous avez fait ça avec chacune des entreprises que vous avez suivies ? Chacune, sur des domaines complètement différents, des objets connectés. Il y avait une entreprise qui se trouve à Châteaulin. Ils font des progiciels pour les coopératives qui vendent des produits agricoles. Donc on est vraiment absolument partout. Et tout l'intérêt, tout le plaisir d'ailleurs pour ceux qui veulent s'intéresser au design, c'est de pouvoir aller auprès des utilisateurs et voir comment ils fonctionnent. C'est la partie la plus enrichissante pour moi, hein. C'est extraordinaire parce qu'on découvre la complexité de l'humain et on enrichit énormément notre produit. Alors, comment se passe concrètement votre intervention ? Qu'est-ce que vous apportez ? Comment vous travaillez quand vous arrivez sur un projet comme ça ? Je crois que vous avez quelques slides à nous montrer. Donc je vais vous montrer, encore une fois, j'insiste, c'est une toute petite partie. Là, je me suis adapté avec Jean-Christophe à son projet. Donc, ce que je vous montre ici, comment dire, on a choisi d'observer deux types d'utilisateurs différents. Pourquoi deux types différents ? Parce que on n'est pas tous pareils et les conditions de navigation sont très variées. Alors, il faut trouver le juste milieu entre le nombre de cas différents qu'on va observer, qui vont donner des résultats différents, et puis les moyens qu'on a et le temps qu'on a. Donc là, on a choisi deux différents. Après, on rentre dans les statistiques. Là, vous avez à votre gauche, vous avez un utilisateur qui est novice. Donc on se demande quelles sont les connaissances de navigation de la personne qu'on va évaluer. Si c'est un débutant, il va avoir une façon différente de gérer son bateau que si c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il faut le prendre en compte. Donc, il est novice, il fait très beau, il n'y a pas de vagues. On est sorti à une heure où il n'y avait pas trop de bateaux, donc il n'y a pas du tout de contraintes. On est dans des conditions idéales, disons des conditions tellement idéales qu'on n'a pas vraiment besoin de l'assistance du produit qu'on était en train de tester. Donc, ce qui est intéressant dans ces cas de figure, c'est que si jamais il y a un souci, malgré tout, c'est que dans des conditions de houle et la nuit, avec du brouillard, on imagine bien que le problème sera décuplé. Donc là, vous avez ce que je montre à gauche, là, il a ses mains, ça je voulais vous montrer, hein, il a les deux mains accrochées au bateau. Hein. À la fois, bon, vous avez compris. Pourquoi ? Parce que ça bouge, c'est un bateau à moteur, hein, ça bouge, il y a des vagues, on ne veut pas tomber à l'eau. Donc ça, c'est super important, c'est un critère. Et puis après, à droite, alors vous avez... Je vais me lever pour voir un peu là. Vous avez trois. Vous l'avez juste derrière, sinon. Ouais. Vous avez trois interfaces. Hein. En haut, c'est la tablette. Donc, on voit ce qui se passe. Il faut tenir la tablette à une certaine distance pour arriver à avoir la notion de réalité augmentée, c'est-à-dire une projection en transparence, en quelque sorte, de l'objet virtuel calqué sur la mer qui est derrière. Vous voyez la distance qu'il est obligé de. Par ailleurs, vous constaterez tout de suite qu'il a les deux mains. Enfin, il a les deux mains sur l'appareil. Du coup, il ne tient plus le bateau et ça ne va jamais pouvoir se produire. Ça, c'est beaucoup trop dangereux. Après, s'il a une main sur l'appareil et une main sur le volant, comment il le tient ? Donc, ça soulève des questions sur peut-être la forme de l'outil pour avoir une poignée, pour le tenir mieux, sur son poids. Et après, à droite, oui, mais je le mets où quand je ne m'en sers pas ? Je le range où ? Le bateau, ça bouge. Comment est-ce que... Vous voyez, donc... En fait, il n'y a pas de solutions qui sont émises ici, mais ça contextualise la problématique pour imaginer pourquoi pas des solutions de design élégantes comme on a vu juste avant. La deuxième ligne, la deuxième colonne, là, vous voyez, c'est la même chose avec un smartphone. Donc, ce qui est intéressant, il faut quand même, on remarque la position qu'on est obligé de prendre pour s'éloigner, pour quand même arriver à voir. Il y a une réalité physiologique pour arriver à coordonner son geste. Et puis, on a le problème de reflet sur l'eau qui peut arriver. Puis, la troisième, on a quelque chose qui semble beaucoup plus naturel parce que la personne peut garder les deux mains sur le volant. Et là, en l'occurrence, elle porte des lunettes qui lui retransmettent les mêmes informations. On peut aller à la prochaine rapidement et j'irai... Merci.
Hein, donc l'autre cas de figure, complètement différent, on est sur un voilier. Donc ce qui m'a sauté aux yeux tout de suite, c'est que quand on est sur un voilier de cette taille-là, on a une position face à la mer, on a le dos derrière soi, enfin on a une partie de la mer dans son dos. Et donc si on doit faire le tour avec un objet pour voir ce qu'il y a derrière moi et ainsi de suite, on est beaucoup plus mal placé que quand on est dans un bateau à moteur où on a la mer devant soi. Ça eh ben, on l'imagine, enfin moi je ne suis pas du tout du métier, navigant, je ne pouvais pas l'imaginer sans être sur un bateau et voir... voilà, donc il nous montre comment il ferait avec la tablette. On a les mêmes usages avec le smartphone. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer. Et ce que je tenais absolument à vous montrer ces diapos parce que c'est des vrais utilisateurs ici. Hein. Vous avez un navigant qui doit être un enseignant, je pense. Hein. Voilà, il est au labo et il a été en Angleterre avec son fils avec ce voilier. Donc c'est quelqu'un, il a de la bouteille. Donc l'intérêt, c'était de vous montrer, on peut les voir, ces vrais utilisateurs, on peut les intégrer, ils sont ravis de participer, hein, et puis c'est toujours enrichissant. Jean-Christophe, comment le produit évolue entre le moment où vous n'avez pas je dis couche de design, je ne sais pas si c'est le bon terme, hein, où le design n'est pas passé sur votre produit, et le moment où vous rencontrez Daniel. Comment le produit évolue? Comment il se transforme? On fait des choix technologiques, déjà. Donc la lunette, on l'élimine parce qu'elle n'est pas du tout prête à embarquer sur un bateau. On regarde un peu ce qui se passe sur les pontons. Donc on observe que beaucoup de plaisanciers utilisent maintenant des téléphones et des tablettes à bord des bateaux. Et du coup, on se tourne vers ces dispositifs pour avoir une application qui tourne sur tablette et sur téléphone. Donc ça, c'est le premier point. Et après, on bricole avec les moyens qu'on a. Donc... après la thèse, donc j'ai essayé de mettre en place, comme je disais, les indications de Daniel sur les deux aspects. En fait, en réalité augmentée, on avait observé les utilisateurs. Ils nous disaient, nous, on n'a pas le même comportement quand on arrive sur un port au niveau d'un chenal. Et lorsqu'on, par exemple, ici à Lorient, on navigue entre Lorient et Groix. Donc il y avait deux aspects. Il y avait la navigation proche et la navigation lointaine. Et donc j'en ai déduit deux modes dans la réalité augmentée. Un mode où là, on a toutes les aides à la navigation, les zones de profondeur, etc. Donc une vue assez complète. Et un deuxième mode où on met juste les emplacements des ports, des points d'intérêt sur la côte, pour avoir une vue à peu près où je regarde. Donc voilà, c'est les quelques éléments. Et donc le troisième élément, c'était justement la vue aérienne, pour lorsque l'utilisateur ne peut pas prendre la tablette dans les mains ou le téléphone, il veut quand même avoir une information qui est très digeste pour limiter la charge cognitive. Et donc, normalement, l'utilisateur doit faire la lecture du plan d'eau, la lecture de tous les outils numériques, et se faire une synthèse mentale et le reproduire sur son champ de vision. Et donc là, l'idée, c'était de simplifier tous ces calculs et de mettre sur une interface très simple et assez ludique sur le téléphone ou la tablette. Daniel, vous vouliez réagir? Je me permets de réagir. Moi, je suis assez tiraillé sur la solution qui a été retenue, parce que je pense qu'on voit, d'après l'observation des utilisateurs, que si on prend bien les enseignements des besoins d'un navigant, il a besoin d'avoir ses mains libres. Et on sent bien que c'est l'interface qu'on porte sur les yeux et qui tient tout seul, qui semble le plus adapté en cas de difficulté. On a quand même les mains sur les commandes. Et néanmoins, une autre solution a été choisie, qui était plutôt le smartphone. Mais c'est vraiment intéressant parce que ça permet de parler des compromis qu'on est obligé de faire. Les lunettes, c'est fragile. La technologie qu'on a encore, hein, avoir cette technologie sur un bateau, c'est un peu compliqué. C'est coûteux, hein, c'est très coûteux. Ça occulte une partie de la vision, parce qu'elles viennent... voilà. À côté de ça, il y a cet argument, effectivement, qu'est-ce qu'ils ont déjà, les navigants? Ils ont déjà des smartphones, ils ont déjà ces outils-là. Donc, l'argument financier, on peut le comprendre. Hein, on peut tout de suite transposer son outil. Néanmoins, je reste dubitatif. Je me demande, est-ce que là, il ne faut pas oser aller un peu plus loin, trouver des financeurs, y mettre le paquet et avoir un produit qui sera plus adapté, ou est-ce qu'on prend le risque et on fait quelque chose qui rentrera plus facilement dans le commerce, mais qui aura plus de difficultés à trouver sa place dans le bateau. Et c'est une question ouverte, mais c'est la difficulté du compromis, là.
Ça veut dire, Jean-Christophe, que vous n'avez pas écouté tous les conseils? Dans la thèse, en fait, on a étudié la partie électronique et application. On a regardé aussi un peu, j'avais fait quelques petites lectures sur l'ergonomie. Et on n'a pas la maîtrise de la technologie de la lunette en elle-même, de la réalité augmentée. Donc on s'est appuyé sur ce qui existe et ce qui existait, ça n'a pas beaucoup changé. Et à moins de reproduire ou de maîtriser une techno de réalité augmentée, ça va être délicat de la mettre en place sur un marché dans l'autisme. C'est quand Marna sera devenu très gros. Sachant que les contraintes sont énormes en navigation, on a les problèmes de salinité, les problèmes de réverbération, de luminosité, etc. C'est un des pires environnements. Je veux rebondir. Tu nous as dit qu'il fallait. Oui, bien sûr. Après, on donnera la parole à Marie-Frédéric Angelo. J'ai envie de dire que là, on est en plein dans une opportunité d'innovation. On est en plein dedans là. C'est-à-dire qu'on a des lunettes, Oculus et autres, qui existent, qu'on peut utiliser chez soi tranquillement, à l'abri de la mer. Là, on est en plein dans un domaine de potentiel d'innovation. Marie Ferronnière, les 10 dossiers qu'a vu passer Daniel Henry, c'est le même processus qui s'est mis en place à chaque fois? Il y a eu la même ouverture des entrepreneurs ou des créateurs vers ces technologies-là, ou Jean-Christophe, il est un peu l'idéal type? Alors en fait, ce qui est intéressant, n'hésite pas à me compléter Daniel, mais c'est que du coup tu es intervenu à différents moments en fait du projet. Pour Marna, effectivement, ce que tu disais Jean-Christophe tout à l'heure, c'est que l'entreprise n'était pas créée. Donc en fait, Daniel est intervenu en amont du projet, dans d'autres cas plutôt en cours, et d'autres vraiment quand le produit était déjà vendu. Et du coup, effectivement, les apports du design ne sont pas les mêmes à ces stades-là. Angelo, Marie Ferronnière, vous vouliez rajouter quelque chose? Pardon. Et ce que je trouve qui est important vraiment à retenir, c'est que le design a son intérêt vraiment sur toute la chaîne de conception du produit et pas qu'à un moment T. Oui, il n'y a pas un temps réservé aux designers, c'est à n'importe quel moment du processus de création. C'est sur une continuité, oui. Oui, normalement, c'est du début à la fin. Effectivement, là, j'intervenais, j'arrive dans l'entreprise, ils n'ont pas forcément des besoins de design au moment où j'arrive. Mais il y a toujours quelque chose, il y a toujours un regard que le designer peut apporter sur, ne serait-ce que sur un produit existant, pour voir comment on peut l'améliorer pour la prochaine version. Mais normalement, le designer, il accompagne le projet du début à la fin, voire après, pour vérifier si ce qu'il avait imaginé, ça a bien été accepté comme prévu. Angelo, vous êtes designer avec Jean-Louis Fréchin chez No Design. Vous êtes un peu notre regard extérieur. Qu'est-ce que vous pensez du processus qu'on vient de décrire? Ça vous dit quelque chose, ou vous avez des méthodes différentes? Non, c'est quand même, c'est clair que c'est intéressant et c'est important de parler, d'évangéliser, on va dire, les entreprises à propos de l'importance de l'utilisateur et du contexte surtout. Je trouve ça encore plus intéressant que l'utilisateur, c'est-à-dire aller tester le produit et même imaginer, prévoir le contexte d'usage qui est très important. Donc, Jean-Christophe parlait de comment justement le swipe il est compliqué quand le bateau bouge. Là, je vois aussi il y a un support avec une coque étanche qui prend en considération que sur un bateau on peut prendre de la flotte. Et après, à propos de effectivement le support qui a été choisi finalement, le support technologique. Moi, je suis quand même assez d'accord que c'est important de partir surtout au début de quelque chose qui est assez stable, mûr, connu par les gens, qu'on peut facilement intégrer. C'était ça aussi le succès des applications, c'est que c'est basé sur une plateforme qui était déjà solide, et notamment surtout sur Apple. Et après, ça a pris du temps sur Android à cause justement de la diversité. Et je pense qu'effectivement, comme on fait aussi dans le web, on peut parler d'MVP. Nous, souvent, on propose ça à nos clients, c'est d'imaginer la version minimale qu'on peut proposer sur le marché pour déjà tester ce concept et voir le positionner sur le marché. Après, bien sûr, on peut avoir une vision plus à long terme sur un usage idéal et des supports idéal. Mais je pense que sur les lunettes, bien sûr, aujourd'hui, on en parle beaucoup, la VR, tout ça. Mais ça reste encore à prouver et les usages restent à trouver. Je pense que c'est quand même ça serait très ambitieux pour une petite entreprise qui se lance de commencer
directement comme ça. Après, je sais pas, je peux vous parler un peu de notre méthode Oui, voilà. avec les quelques slides. Est-ce qu'elle ressemble à ce que vous avez vu ou est-ce qu'elle est spécifique? Nous, en fait, alors on a une approche qu'on a baptisé le design commando, qui en fait est vraiment sur les temps et sur comment on arrive à compresser la phase de conception pour permettre aux startups d'aller vraiment vite et avoir quelque chose à main rapidement. Est-ce qu'on peut passer, je vois le PowerPoint, est-ce qu'on peut passer sur le Mac qui est là, parce que j'avais ma présentation qui était là. Normalement, oui. Voilà. C'est en train de... S'il n'est pas en veille. Ouais, sauf s'il est en veille peut-être. Attends, je vais essayer de faire comme ça. Attends, je vais essayer de... Voilà. Peut-être que l'ordi est en veille. J'en profite pendant cette toute petite pause technique pour rappeler que Daniel Henry animera un atelier sur le test utilisateur à 13h30, salle Colbert, au 2e étage. Juste après le déjeuner, vous avez, c'est une nouveauté de ce Webin Lorient, vous avez 4 ateliers en même temps, enfin deux en même temps, à 13h30 et à 14h. Donc déjà à la base de notre approche, il y a quelque chose que pour nous est très important, Jean-Louis en a parlé tout à l'heure, c'est la vision. Donc un designer doit avoir déjà une vision d'un projet, donc ce qui devrait être, comment il va entrer dans le monde, et donc avec tout ce qu'on vient de dire, l'émotion, le contexte. Et penser au contexte c'est super important, donc on fait quelque chose pour un bateau, la première chose c'est imaginer qu'est-ce que ça donne la vie sur un bateau. Et après, bien sûr, il faut converser, observer les utilisateurs pour avoir les retours, mais souvent, déjà pour voir leurs habitudes, mais surtout pour avoir après des retours sur un prototype qui permet de faire évoluer le produit. Et à la fin de ça, on a une proposition d'un produit qui est plus ou moins fini au fur et à mesure avec le temps. Et il ne faut pas oublier quand même qu'un utilisateur, souvent, c'est nous aussi, donc on peut se mettre à leur place, tester, utiliser le produit. Quand nous, on a travaillé sur les drones, la première chose qu'on a fait, c'est de les piloter. Moi, je fais aussi des films, des vidéos. Je les ai tout de suite utilisés, imaginés pour un usage un peu dans l'image, mettant vraiment dans la peau d'un utilisateur proche de moi. Et ça a permis d'imaginer des usages que Parrot n'avait même pas imaginés. Donc ça, jusqu'à arriver au moment où, justement, Parrot nous a demandé de faire une étude seulement sur comment filmer avec un drone. Il n'y avait même pas du design graphique, il n'y avait même pas de stratégie, il y avait vraiment qu'est-ce que c'est des belles images ARN. Donc, et avec ça, on a appris des drones à faire des belles images. Et après, on a 4 phases qui sont super importantes justement dans notre intervention pour un projet d'une jeune entreprise comme celle-là. C'est tout d'abord, on commence à explorer, on fait une prise d'information où on fait ce que nous on aime dire, qu'on apprend à devenir expert chaque fois. Donc c'est ça qui est très enrichissant pour la vie d'un designer, ce qui travaille avec beaucoup d'entreprises différentes, c'est de chaque sujet, de rentrer dedans et apprendre. Et donc comprendre aussi ce qui sont les valeurs de l'entreprise et dans certains contextes. Et grâce à ça et grâce à l'échange avec l'entreprise, on arrive à configurer, à positionner leurs produits et donc à créer cette fameuse vision de ce qui devrait être ce produit au final. Et c'est là que le design commando arrive vraiment en force, c'est qu'on ne perd pas de temps à faire des croquis, des wireframes très abstraits. On va direct dans la maquette. On a tout de suite quelque chose qui ressemble à la prix finale et qu'on peut déjà montrer, en discuter déjà entre nous. Et on peut discuter de quelque chose de très concret. C'est vraiment la maquette, c'est pas un exécutif, c'est vraiment un outil de discussion en interne. Et ça, c'est super important parce que ça permet de discuter vraiment de quelque chose de concret, que tout le monde comprenne la même chose et pas qu'il imagine dans sa tête et projette ce qui est sa vision. Okay. Souvent, on se trompe, on dit mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Nous, on avait imaginé plutôt ça. La plupart du temps aussi, on dit en fait, on n'avait pas imaginé ça, mais c'est vachement bien ce qu'ils nous proposaient. Peut-être qu'il faut changer notre stratégie. Et ça permet de faire vraiment des choses intéressantes. Et après, on développe, on fait des finitions et jusqu'à arriver au produit final. Donc, effectivement, on a la différence que plutôt que faire imaginer avec des wireframes abstraits et de montrer ça à l'utilisateur et avoir des retours qui sont
eux aussi abstraits et aller après faire un design avec une nouvelle conversation et arriver à le produit final, bah, on va tout de suite dans quelque chose qui est près de la solution finale. On en parle, on la teste, on la prototype souvent avec Parrot. Et ça fait gagner beaucoup de temps. Et on a des retours souvent, même en interne, sans aller forcément vers l'utilisateur final, mais ça permet déjà de tester quelque chose qui est vrai. Donc, c'est pas forcément le test utilisateur, justement, c'est ça qui est important, c'est pas une science exacte, on peut tout prévoir au début parce qu'il y a des choses, des règles qui ont été définies, il faut vraiment les tester avec des prototypes. Et donc, par exemple, pour vous montrer quelques exemples, ça, c'est une application qu'on a fait pour une jeune startup française qui se lance dans un éthylotest connecté sur iPhone de qualité, avec une techno fiable. Et à fur et à mesure, comme le contexte même de l'entreprise a changé, leur marché final a changé, bah, l'application ça a évolué avec le temps. Donc, il faut aussi s'adapter, et tout en gardant quand même une certaine qualité. Mais tout de suite, on a proposé des solutions graphiques qui étaient la cristallisation de notre vision. Et pour Parrot, c'est encore quelque chose qui va au-delà de ça. C'est comment. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça, oui. Voilà, c'est ce qui est le projet dont je parlais Jean-Louis. C'est comment concevoir pour des nouveaux usages qui n'ont pas de référence établie. Donc, vous ne pouvez pas observer que ça existe déjà. Vous ne pouvez pas demander aux utilisateurs ce qu'ils veulent parce que ça n'existe pas. Et c'est comme la fameuse phrase de Ford sur les voitures et les chevaux. S'il n'avait pas demandé aux gens, il voulait des chevaux encore plus rapides, alors que lui, il avait la vision de la voiture pour tous. Donc ça, c'est super important d'avoir une vision, se projeter et imaginer des usages qui n'existent pas. Mais tout en se basant quand même, en s'appuyant sur des choses, sur des bases établies que elles, justement, comme le paradigme d'interaction d'un smartphone, peuvent aider l'utilisateur à trouver quelques repères dans ces nouveaux usages. Marie Ferronnière, les 10 entreprises qui ont eu le droit à goûter au design, est-ce qu'elles ont plongé dedans derrière? Est-ce qu'elles demandent d'être encore convaincues? Est-ce qu'elles ont les moyens? Comment s'est passée la suite? Alors, en fait, déjà de manière générale, elles ont toutes été intéressées par le design centré utilisateur et puis convaincues par l'importance justement de regarder les utilisateurs finaux. Alors, donc, on a fait un retour là, à peu près 1 an et demi suite à l'action de Daniel Henry. Et donc, sur les 10 entreprises accompagnées, 3 ont recruté un designer. Un designer senior avec un profil à la fois design et technique, parce qu'elle disait que c'était plus simple, parce que c'était pas simple, d'avoir une charge de travail à 100% que sur le design. Et 2 autres donc, qui ont recruté des jeunes designers, dont un de l'école de design qui sera présente cet après-midi. Et puis une autre entreprise, elle, qui va faire appel à une prestation de design de courte durée, un peu similaire à la tienne, Daniel. Une autre, du coup, qui s'est appuyée sur une personne en interne, qui s'est diversifiée sur des tâches de design. Une autre qui me disait que voilà, le design, c'était pertinent, mais c'était trop coûteux. Et alors, vous, Marina, qui faites donc des tests utilisateurs, vous avez notamment lancé donc des bêta-tests. Oui, alors régulièrement, on fait des tests utilisateurs. Donc, suite à la maturation du projet avec la SAT, j'ai fait les tests à Saint-Malo. Et pendant l'été, là, à nouveau, on a refait des tests sur le Morbihan et sur Port-Médoc, qui est dans le Médoc. Donc, toujours pour avoir des retours et récupérer les sensations des utilisateurs et les remarques sur la manipulation, sur les principes. Et aussi, ce qu'on a proposé au niveau de la réalité augmentée colle avec les usages. Et donc ça, c'est toujours important. Et dans les plans de financement qu'on essaye de mettre en place, on essaye d'intégrer du design et de l'ergonomie. Vous me disiez que, quand on a préparé la table ronde, vous me disiez que maintenant vous metteriez du design partout. Dans les présentations qu'on fait, là on a fait une présentation sur un dispositif phare, donc pour des prêts avec la région, on a mis en avant 3 points, c'est la techno, le fait de proposer des outils centrés utilisateurs et l'ergonomie. Donc forcément derrière on essaiera de trouver les compétences pour le réaliser au mieux.
Alors, on a vu qu'il y avait quand même le taux de conversion des entreprises qui ont découvert le design à celles qui ont basculé, qui ont recruté spécifiquement, est quand même assez élevé au final. Oui, hein, c'est quand après même je pas mal. voudrais juste compléter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit. Il y a 2 autres entreprises dont je n'ai pas parlé juste avant, mais qui n'excluaient pas, elles, de recruter un designer, mais alors plutôt en externe, parce que justement, c'était pas forcément simple d'occuper donc une personne à 100% sur des tâches design, et en tout cas, c'est les retours qu'on en a eus. Voilà, donc c'est assez intéressant. Je pense que vous êtes un public assez divers, à la fois peut-être des designers, des gens plus techniques, des étudiants. Voilà, d'avoir ce retour-là pour voir finalement qu'est-ce qui est intéressant de faire maintenant aussi. Alors, du coup, je voudrais avoir une petite réaction de Daniel Henry et d'Angelo. Est-ce qu'il y a une forme, parce que vous êtes totalement biculturel, américain pour l'un et italien pour l'autre, est-ce qu'il y a une barrière culturelle spécifique à la France sur la capacité des entreprises à s'intéresser au design? On en avait parlé au téléphone, là. Hein. Voilà, je travaille, hein, je me prépare en amont. Oui, je pense que, bon, comme j'ai sillonné la région, enfin les 2 régions Pays de Loire et la Bretagne pendant 7 mois, j'ai découvert et j'ai constaté, vous le savez mieux que moi, qu'on a un système d'éducation qui est assez cloisonné, assez sillonné, on va dire, hein, c'est des CEO. Et ce qui fait qu'on a des écoles d'ingénieurs où on est très très fort, mais on a peu de sensibilité au design. On lui fait pas de place. Je connais les écoles de commerce pour avoir aussi enseigné. Ils sont un tout petit peu ouverts au design, mais c'est pour juste le look. Et ils n'ont aucune notion de la technicité et ainsi de suite. Bon, je fais le tour de tous les pôles. Je dirais que c'est encore à l'école de design où on a un peu plus d'ouverture sur les 2 autres composants. Mais du coup, c'est une sacrée difficulté pour les chefs d'entreprise qui doivent embaucher, qui doivent intégrer du design, qui n'ont pas les moyens d'avoir un designer à plein temps. Et donc, elles prennent quoi? Est-ce qu'elles prennent un designer qui fait des choses qui sont très jolies, mais qui n'a peut-être pas cette composante de faisabilité technique que nous offre toute notre force technologique, hein, les écoles qu'on a. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 3 composants, et je trouve que malheureusement, la structure de l'éducation nous pousse tous, vous tous, là, à suivre en général quelque chose qui est très sillonné. Et il nous faudrait, à mon sens, quelque chose qui soit, ne serait-ce que pour qu'on travaille ensemble et qu'on se comprenne mieux et qu'on comprenne plus la place qu'il faut laisser à l'autre pour la complémentarité. Je ne sais pas, il faudrait une école qui fasse les 3 en même temps, plus tôt. Hein. Donc, je précise, je participe à une formation qui s'appelle Master en Entrepreneurship, qui est un projet joint entre l'école de commerce de Rennes et l'INSA à Rennes. C'est un petit exemple de quelque chose d'assez extraordinaire qui permet à ces 2 populations complètement différentes de découvrir le monde du point de vue de l'autre. C'est très prometteur, donc peut-être que c'est une piste. On aura une table ronde consacrée à la formation en toute fin de matinée. Angelo, vous êtes d'accord avec ça, vous qui êtes italien? Oui, c'est un peu. Les Français sont pas Sont sont bloqués par leur stylo. Pour moi, c'était un peu différent parce que la raison pour laquelle je suis en France, c'est aussi que j'ai trouvé ici une approche. Après, c'est peut-être celui qui était à l'ENSI et celui de No Design de Jean-Louis Roche, mais déjà, la France, j'habite en France depuis 6 ans, mais je la connaissais déjà avant. J'avais fait des études de français même au lycée, et j'ai toujours vu la France un peu comme avoir une vision elle-même de la technologie plutôt qu'importer des autres. Je peux prendre l'exemple du Minitel, par exemple, qui existait qu'en France. Et c'était toujours fait, j'avais toujours l'impression que de la France comme un pays un peu technologique, mais qui faisait ça avec une identité propre. Alors c'est peut-être un peu perdu aujourd'hui, c'est peut-être aussi un peu le risque dont on parle souvent avec Jean-Louis, qui est d'importer les pratiques américaines et sans les adapter au contexte. Donc peut-être aujourd'hui ça change un peu, mais moi j'ai commencé mes études de design au Politecnico de Milan. Et là, c'était vraiment avec des secteurs très séparés. Il y avait la communication, le produit, l'intérieur, la mode. Et il n'y avait pas cette vision de la technologie comme applicable à la vie réelle et de n'importe quel contexte, quel type même de design. Et c'est ce que j'ai trouvé quand je suis arrivé à l'INSI.
avec l'atelier de design numérique qui était dirigé par Jean-Louis, où il y avait vraiment cette vision de ce qu'on appelle les néo-objets, donc inventer les objets de demain. Et c'est ce qu'on essaye encore aujourd'hui de faire à No Design. Et je pense que justement en Italie, même si aujourd'hui on a fait beaucoup de progrès, il y a vraiment des choses intéressantes au niveau du numérique, ça reste quand même quelque chose qui est importé des pays anglo-saxons, quoi. Très bien, merci à tous les quatre. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Vous avez une interface, YouSlide, avec laquelle vous pouvez interroger et poser des questions.